été élevé, analyser, décrypter, comprendre. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Et si on allait mieux, analyser, décrypter, comprendre. Eh bien, c'est notre devise. Eh bien, on essaye de l'appliquer chaque jour sur cette antenne. N'oubliez pas de vous abonner, ou surtout, je pense que vous êtes abonné là, mais n'oubliez pas d'en parler autour de vous, c'est très très important. Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Aujourd'hui, une nouvelle fois, c'est Claire à la technique. Et Bonjour oui, Claire. bonjour à tous. Et puis c'est Nicolas aussi qui est à la vidéo. Exactement. Aujourd'hui, mon invité, c'est Anna Sandrea. Bonjour Anna. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Merci. Alors avec votre petit accent, on reconnaît que vous, je suppose là, je fais le médium, que vous êtes du Venezuela. Exactement. Vous êtes très bon. Je m'entraîne. Hein. Bon, j'ai du mal hein, quand même. Je pense qu'il faut pas me faire confiance. Aujourd'hui, donc vous êtes thérapeute et coach intuitif. Vous êtes né donc au Venezuela. Vous vivez en France depuis près de 20 ans et vous venez de sortir Guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà, aux éditions Très Daniel. Anna, alors on va commencer tout simplement. Comment cela a-t-il commencé pour vous au tout début? Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Sur cette voie aujourd'hui, sur votre chemin? Et sans doute, la souffrance. C'était vraiment mon moteur au début. Je le raconte dans mon livre, mariée, et j'avais 2 enfants. Et j'étais dans un mariage cauchemardesque. Je crois que beaucoup de gens vont se reconnaître. Vont se reconnaître. Pourquoi on en vient justement on a l'intuition quand même, on sent les choses. Vous aviez eu confiance dès le départ? En disant qu'au départ, ça s'est bien passé. Ouais. Mais au fur et à mesure, il y a des dynamiques en fait, de vie qui se mettent en place très rapidement parce que ce n'est pas un mariage qui durait longtemps, ça durait 5 ans. Et ça se passait où, en France ou au Venezuela? En France, avec un Français. Et un jour, je me suis réveillée, comme je dis, dans un cauchemar. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Où sont passés mes rêves de jeune fille? Où est le prince charmant que j'attendais depuis longtemps? Et en quête de réponses, je cherchais et un jour je suis tombée, entre guillemets, sur les blessures émotionnelles. J'ai fait un stage et c'était comme une espèce d'illumination. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une espèce de punition, karma ou je ne sais pas quoi, ou mauvaise chance que je pensais porter à l'époque. Ma mère me disait, tu n'as pas chance avec les hommes. Sinon que j'étais blessée, que mon mari était blessé et que ma famille était blessée et que sa famille aussi à lui était blessée, que nous étions en train de créer une blessure énorme. Et voilà. Alors, vous pensez que les torts étaient partagés? Que c'était les souffrances des 2 personnes qui s'additionnaient et qui faisaient que... Je ne parlerai pas de torts, sinon que parfois nous sommes en train de jouer des schémas inconscients, familiales et parfois culturels, sociétels, etc., et qui parfois nous dépassent et que pour la plupart des personnes vont les guider de manière inconsciente. En fait, on pense ça, mais en fait, c'est un système de pensée, des comportements qui viennent de très loin dans notre lignée. Donc, je me rends compte qu'à l'époque, j'étais en train de jouer les femmes du Venezuela, que c'est des femmes, un type de femmes du Venezuela. Je ne vais pas caractériser toutes les femmes du Venezuela comme ça, mais il y a des stéréotypes des filles du Venezuela où le mariage est hyper important, où on se perd dans la relation et on ne se respecte pas. Et moi, j'étais en train de faire exactement ça quand j'ai pris conscience. Et après, il y a eu tout un schéma de retour à moi et de reprise de mon pouvoir que j'avais donné complètement à la relation et à l'homme. Mais c'était un mariage que vous aviez choisi. On ne vous a pas imposé un mari comme ça se passait autrefois. En Amérique latine, depuis longtemps, on n'a pas ce genre de pratique. C'est une histoire d'amour, en fait, à la base. Et c'est pour ça que je dis parfois que l'amour n'est pas suffisant. Vraiment, c'était une histoire d'amour et d'attirance. C'était une histoire très forte. Mais à cause de nos blessures communes et de nos blessures tout court, on a créé quelque chose de très, très difficile pour nous et pour nos enfants aussi. Et vous avez pu en parler avec votre conjoint de l'époque?
On a parlé, mais on n'avait pas les outils, on était complètement désoutillés. Et c'est une des prises de conscience, c'est qu'on va rentrer dans les relations les plus difficiles, et notamment la relation de couple et la relation parent-enfant, sans aucune préparation, sans aucun outil. La seule préparation que nous avons, c'est l'histoire que nous avons vécue avec nos parents, qui pour la plupart des fois n'est pas une histoire simple ni constructive, et donc on va faire par action ou réaction ce que nous avons vu avec nos parents, mais c'est pas forcément parfois c'est pas forcément le meilleur exemple. On voit aujourd'hui que le taux de divorce explose partout. Oui, mais enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va très vite, et les gens, dès qu'ils sont pas contents, ils divorcent. Donc, il n'y a pas vraiment, on peut pas parler de blessures profondes. Oui, mais vous parlez de mécontentement. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans la relation qui ne nous plaît pas. Et ces choses dans la relation... ça se construit aussi une relation, donc il faut être patient aussi. Bien évidemment, mais il y a déjà nos blessures qui sont en place dès le premier moment de la relation. Vous savez quoi? C'est tout simple. Les gens n'ont pas conscience de l'impact des blessures dans nos vies. Si aujourd'hui, vous avez des problèmes de couple, si vous avez des difficultés avec l'argent, si vous êtes en chômage depuis longtemps, si vous avez des problèmes relationnels dans votre travail, avec vos voisins, avec vos enfants, et si vous avez des problèmes de corps, etc., des traces, sont des symptômes de blessures. C'est la faute de nos parents. C'est pas du tout la faute de nos parents. Moi, je n'ai pas cette vision. C'est-à-dire, nous avons... c'est vrai, nos parents nous ont blessés. C'est eux qui nous ont blessés entre 0 et 7 ans. C'est là où les blessures se sont mises en place. Après, ce qu'on fait, c'est répéter ce qu'on a appris entre 0 et 7 ans. Oui, mais nos parents, ils ont aussi leurs propres blessures. Exactement, merci. Mais ce n'est pas les parents. C'est que les parents sont en train de juste rejouer ce qu'eux, ils ont appris. Et nous, on va faire la même chose avec nos enfants si on ne prend pas conscience. Moi, quand j'ai pris conscience du rôle des blessures, j'étais déjà en train de blesser les miens. Par exemple, je le raconte dans mon livre, moi, j'ai reçu ma première fessée quand j'avais 1 mois de naissance. Comment vous le savez? Mais on m'a raconté. Et moi, j'ai donné ma première fessée à mon fils à 7 mois. Bon, j'ai fait un petit peu mieux, j'ai attendu un peu. Et quand j'ai pris conscience de ça, à l'époque, je voyais ce type de comportement comme quelque chose de normal. Les enfants ont besoin d'éducation. C'était pour moi ma vision de l'éducation. Et puis c'est la vie qui a évolué aussi. Les gens c'est peut-être la génération, oui. Oui, mais non, je parle de mon histoire à moi. Comment ça s'est... Chez nous, c'était pareil. Moi, quand j'étais enfant, j'étais fessé aussi. Donc. Voilà, mais pour moi, j'ai pris conscience que c'était pas la manière d'éduquer un enfant. Oui, et j'ai fait exactement ce qu'on avait fait avec moi. Mais pas parce que je suis méchante, parce que... Non, sinon, parce que c'était comme ça. Si je reproduis le schéma, exactement. C'était comme ça. Et après, avec la conscience, je me suis dit, mon Dieu... Quand j'ai compris le rôle des blessures, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi frapper un enfant. Ouais. Mais avant, je n'avais pas ces outils, justement, je n'avais pas cette conscience, je n'avais pas cette information. J'avais juste l'information que j'avais vue dans ma famille où c'est pas qu'on me frappait parce que je n'étais pas non plus un enfant, mais on me punissait de cette façon quand, selon mes parents, était nécessaire. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Donc, si c'était aujourd'hui, peut-être... Malheureusement, on le fait beaucoup. Les taux de maltraitance infantile, je ne sais pas si on dit infantile, sont encore très, très, très importants. Malheureusement, ça existe encore. Alors donc, ces blessures, est-ce qu'on peut... il y a différentes catégories de blessures. Donc, est-ce qu'on peut comment on peut les déceler Comment on peut le savoir finalement? Oui, en fait, il y a 5 types de blessures. En fait, je vais juste te dire qu'est-ce que sont les blessures, parce qu'on parle de blessures et peut-être il y a des gens qui c'est compliqué, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Quoi. Oui, mais c'est assez simple finalement. En fait, les blessures, c'est des petits traumatismes, des expériences difficiles, douloureuses que nous avons vécues entre 0 et 7 ans. Ouais. Et parfois banales, hein? C'est pas forcément des choses, mais il y a une fausse croyance qui c'est les enfants qui ont été battus ou abusés, etc., qui sont blessés. En fait, nous sommes tous blessés, bien évidemment, à des niveaux différents.
Et ces blessures vont avoir... pour répondre à votre question, c'est qu'il y a 5 types de blessures. Rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Ça dépend de l'âge. C'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails. Pardon. Mais ce qui est important, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir si votre blessure c'est un abandon, un rejet ou une humiliation. Ce que vous avez besoin de reconnaître, c'est qu'il y a que des choses dans votre vie qui ne sont pas, qui ne roulent pas, qui ne sont pas fluides, si vous voulez. Par exemple, il y a comme une espèce c'est accepté sociétalement que, par exemple, voilà, il y a des choses qui sont normales dans nos vies. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, avoir des relations difficiles, ça c'est la vie. Et avoir des difficultés avec l'argent, c'est normal. Et avoir des maladies, c'est normal, c'est comme ça. Et en fait, pour moi, rien de tout ça, c'est normal, entre guillemets. OK? Oui. Pour moi, ça, c'est des symptômes de nos souffrances, des symptômes de souffrances qui n'ont jamais été réparés. Pas réparés, mais en tout cas entendus et traversés. Pour vous, okay? donc, ce sont des alarmes comme une des alarmes, exact. C'est notre corps, c'est la vie à travers les difficultés qui nous dit, écoute, il y a un truc à voir. Va regarder ton passé parce qu'il y a quelque chose qui est en attente. Mais là, vous parlez des blessures uniquement entre 0 et 7 ans? En fait, les blessures se créent entre 0 et 7 ans. Mais après, vous allez répéter. C'est des schémas qui te reviennent. Il y a des gens à 60 ans qui sont encore en train de vivre des circonstances qui ont vécu un mois de vie. Et bien évidemment, on va le vivre avec des personnes différentes, avec des situations différentes, mais à la base, il y a les mêmes émotions. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus clair. Imaginez-vous que vous avez manqué d'amour. Que ça, c'est la blessure d'abandon. Okay? Vous avez manqué d'amour et il faut dire qu'il y a une partie subjective ou objective dans la blessure. C'est-à-dire, on peut avoir manqué d'amour, ça c'est et on peut ressentir qu'on a manqué d'amour. Oui. Même si nos parents nous ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient donner. Mais pour nos besoins, n'était pas nécessaire. Et donc, cette personne, si elle considère qu'elle a manqué d'amour. Voilà, si elle considère aussi elle a manqué d'amour, quand elle est à l'école, elle va se trouver une copine avec qui elle va être très copine et qui un jour va lui dire, tu sais quoi, je suis plus ton amie. Et là, tac, blessure qui c'est. Ouais. À 15 ans, elle va se retrouver son premier amour. Et son premier amour lui dit, après une semaine, écoute, j'ai une autre copine qui m'intéresse plus que toi. Donc, révélote. Ouais. Et le schéma va se répéter. Voilà, il y a 50 ans, à 60 ans, on est encore en train de vivre la même chose avec des personnes différentes, avec des situations différentes. Mais à la base, il y a ce manque d'amour. Mais ça, je parle du manque d'amour, mais on peut prendre ça pour toutes les circonstances, l'argent, etc. Et on va trouver des choses qui ont vécu entre 0 et 7 ans, et après, on va tout simplement répéter. D'accord. Mais alors, ce manque d'amour, il existe. Alors, comment on le remplit? Comment on le retrouve? Parce qu'après, on ne va pas aller trouver ses parents et leur demander... Alors, c'est vrai que c'est le rôle de nos parents de nous donner... au début, de nous donner ce qu'on a besoin pour nous connecter à la suite à nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire, les parents vont nous donner l'amour pour que pour la suite, on connecte la source d'amour que nous sommes. Ça, c'est sur théorie, ce qui devrait se passer. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. Et souvent, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, cette besoin d'amour, et j'insiste, on prend juste le besoin d'amour, mais vous pouvez le prendre pour tous les besoins. Et il va être comme latent. Il y a comme une espèce de clignotant à nous, amour, 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 amour. Et un jour, pour qu'un jour, on se dit, écoute, j'ai vraiment besoin d'amour et ça fait, je ne sais pas combien de relations que j'ai maintenant des enfants, j'ai plein de copains, etc. Et je ressens encore ce besoin d'amour parce que c'est ça. Donc, oui, c'est les parents qui au début avaient ce rôle. Mais s'ils ne l'ont pas fait ou ils ne l'ont pas fait suffisamment ou pas comme on avait besoin, par la suite, c'est à nous de réparer ça. Et le problème, c'est que la plupart des gens, et j'insiste que ce soit pour l'amour et pour les autres besoins
et qui sont derrière les blessures. Et on va chercher comme stratégie de combler l'amour, la reconnaissance, ou l'écoute, ou n'importe quoi, avec les autres. On va essayer que les autres nous remplissent d'amour. Et ça, c'est un chemin de souffrance. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que ça ne marche pas. Est-ce que vous avez déjà arrivé à cette conclusion? Ça ne marche pas ou pas très longtemps. Et même l'amour des enfants, que c'est l'amour, entre guillemets, plus sûr, si on peut dire, il arrive un moment que l'amour de l'enfant n'est pas suffisant. N'est pas suffisant parce qu'il ne s'agit pas des autres, il s'agit de nous. Et après, je saute. On ne peut pas donner des formules comme ça, il faut faire ça, et les blessures sont réglées. Mais disons qu'une des clés, et vous trouverez dans mon livre, c'est donner le besoin qu'on cherche à l'extérieur. Et ça, il y a des milliers de stratégies pour le faire. Sauf que parfois, nous sommes accros à certaines stratégies qui viennent des blessures. C'est-à-dire, si j'ai besoin de l'amour, il n'y a que mon copain qui peut me donner cet amour. Ah oui, mais mon copain, il ne veut pas. Ou il ne peut pas. Ou il est aussi blessé. Il a aussi des choses à régler de son côté. Il a aussi des choses à régler, etc. Et donc, ça va me mettre dans une souffrance terrible. Ouais. Alors que ce n'est pas le rôle des autres de nous remplir de ce que nous avons besoin. Et ça, c'est vraiment une prise de responsabilité. Et c'est devenir adulte. Ouais. On peut devenir adulte à n'importe quel âge, en fait. Mais autrement, autant l'argent, on peut quantifier, mais enfin, l'amour, c'est un peu compliqué, finalement. C'est un peu compliqué, ça dépend. Parce que chacun a des besoins différents, quoi. C'est comme les voitures, il y a des voitures qui ont besoin beaucoup de puissance et d'essence, et d'autres beaucoup moins, quoi, qui sont plus économiques. C'est exact. Et encore, c'est notre responsabilité de chercher le type d'amour, la quantité d'amour, de reconnaissance, d'écoute, parce que je dis, il n'y a pas que l'amour, il y a tous les besoins que nous avons besoin. Et ça, c'est vraiment une prise de responsabilité pour moi. Une des clés de la guérison des blessures, c'est de prendre la responsabilité. C'est vrai, c'est nous parents, dans la plupart des cas, c'est aussi nos grands-parents, les enseignants, etc., des gens qui avaient un rôle important dans nos vies, qui nous ont blessés, ok? Mais il arrive un moment que, ok, j'étais blessée par mes parents, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, le seul qui peut faire quelque chose avec mes blessures, aujourd'hui, en tout cas, c'est moi. Oui, en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il faut s'aimer d'abord pour ensuite avoir une relation saine avec les autres. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire s'aimer soi, en fait. Oui, le problème, c'est que parfois, c'est exact, mais c'est tellement simple. On entend ça tous les jours. Oui, on a besoin de s'aimer, on a besoin de s'aimer. Le problème, c'est qu'à cause de nos blessures, on ne s'aime pas. Ouais. Pourquoi on ne s'aime pas? Parce que, imaginez-vous, là, hier, j'ai eu 3 cas justement du même sujet. Des gens qui ont, par exemple, j'ai eu un client qui, voilà, c'était un enfant maltraité. Voilà. Donc, quand on maltraite un enfant, il va perdre confiance en lui. Ouais. Il va penser, oui, mes parents me maltraitent parce que je n'ai pas de valeur, etc. Et donc, l'amour, la relation avec lui-même, elle est viciée, si on peut dire, dès le début, à cause de ce qu'il a vécu. Et donc, c'est très facile de dire aux gens, bon, tu as besoin d'aller aimer. Oui, mais c'est que parfois, les gens ont perdu le contact avec soi à cause des blessures qu'ils ont vécues. Et donc, avant de pouvoir dire va t'aimer, il y a tout un travail de restauration. Je ne parle pas de réparation parce que réparation, on entend qu'il y a comme quelque chose de fichu, d'abîmé en nous, alors que ce n'est pas le cas. Il y a une partie de nous, et la plupart partie de nous, qui est intacte, malgré tout ce que nous avons vécu. Et donc, c'est de restaurer la connexion avec cette partie qui sont là, vierges, innocentes, etc., qui nous avons, c'est la plus grande partie de nous. Et pour la suite, pouvoir établir ces relations. Je ne sais pas si c'est un peu technique ce que je viens de dire, ou si c'est clair. C'est clair, mais... Mais moi, trop d'amour aussi, ça peut être étouffant aussi. Il y a des gens qui ont reçu trop d'amour et c'est un petit peu compliqué à gérer. Parce qu'après, dans la vie, elle n'est pas si facile que ça, quoi. Tout le monde ne nous aime pas, donc... est-ce que d'avoir trop d'amour, ça peut fragiliser certaines personnes aussi?
Bien, oui, en fait, le peu ou le trop, tout le cas, c'est pas, ça peut être trop d'amour, trop de reconnaissance, trop d'écoute, etc. Ça fait des enfants gâtés souvent, donc... En fait, moi, je ne suis pas trop d'accord avec l'étiquette d'enfant gâté ou des enfants capricieux, tout ça. Pour moi, l'enfant, il est en train d'exprimer quelque chose. À travers un comportement d'enfant gâté, à travers un comportement d'enfant capricieux, il va exprimer une souffrance. En fait, c'est encore un symptôme. Ouais. OK? Et donc, oui, effectivement, en fait, honnêtement, comment ça s'appelle, élever un enfant, accompagner un enfant, c'est vraiment très difficile. Et j'insiste, c'est pour ça que j'écris ce livre, parce que nous ne sommes pas outillés. Nous n'avons pas été préparés. Mais c'est étonnant, parce que quand on voit, moi j'en parle souvent dans mes émissions, quand on voit la complexité du corps humain, des possibilités qu'on a, et à chaque fois on a l'impression qu'on arrive et c'est comme si on avait je vais encore parler de voiture, mais une belle voiture, et puis qu'on n'avait pas le permis, qu'on ne savait pas conduire, qu'on ne savait pas à quoi ça sert. Donc c'est un peu étonnant qu'on nous ait donné tous ces instruments, mais sans le mode d'emploi, quoi. En fait, on avait à la base le mode d'emploi. Je vais vous expliquer le mode d'emploi. En fait, un enfant, il peut vivre beaucoup de choses, ok? On va aller aux hommes des cavernes, ok? Qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes des cavernes quand ils vivaient des choses difficiles? Ils se protégeaient entre eux. Ils s'exprimaient quand il y avait un danger. Il tremblait de peur, ok? Et ça, c'était normal. Il criait, je ne sais pas quoi. Quand il y avait un mort dans la communauté ou un blessé, ils exprimaient leurs émotions. Mais la nature n'avait pas prévu qu'un jour, une génération d'humains allait se couper de ces émotions. Aujourd'hui, un enfant est puni, je ne sais pas, et en plus, tout dit rien. Depuis plusieurs générations d'ailleurs. Hein. Et le problème, c'est que l'enfant ne va pas pouvoir exprimer les émotions que ce qu'il est en train de vivre lui génère, en fait. Et donc, une partie du mode d'emploi, je ne dis pas que c'est la seule, c'est laisser l'enfant vivre ses émotions. Les enfants sont des auto-guérisseurs. Un enfant qui est en train de se rouler par terre, il est en train de se guérir. Un enfant qui est en train de taper, il exprime, en fait. Et aujourd'hui, socialement, toutes ces manifestations de guérison sont très mal, aujourd'hui, depuis longtemps, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, et ils sont très mal reçus. Et l'enfant n'arrive pas à se décharger de toute cette charge émotionnelle et donc ça s'accumule dans son corps, et un jour, si on ne fait rien, on peut développer des maladies assez graves comme par exemple la fibromyalgie. Pour moi, la fibromyalgie, c'est la cause des émotions qui ont été refoulées et retenues dans le corps, qui se sont jamais exprimées. Donc, je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est vraiment une des causes importantes. Et comme cette maladie, d'autres, ou un accident, ou une séparation, où on va avoir l'espace pour pouvoir exprimer ces émotions qu'on n'a jamais pu exprimer. Donc, une partie du mode d'emploi, c'est là, et laisser l'enfant exprimer ce qu'il vit. Après, c'est vrai que nous avons été déconnectés de la manière de parler aux autres. Nous avons, depuis des siècles d'ailleurs, c'est vraiment, c'est un enchaînement d'oubli de qui nous sommes, qui nous a menés jusqu'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'information, les outils pour pouvoir retrouver le mode d'emploi. Alors pour vous, Anna, j'aimerais qu'on revienne à vous, à votre expérience, que dans cette émission, moi, ce qui m'intéresse, c'est les témoignages de vie des gens. Comment ça s'est passé pour vous, ce déclic? Parce que tout ce que vous dites, on ne le trouve pas comme ça facilement. Vous avez fait quelle formation? Vous travaillez à ce moment-là, quand vous avez pris conscience? Vous aviez... Alors, je suis avocate pénale à la base. Voilà. Donc, rien à voir. Ouais. Mais rien à voir, et en même temps, je ne peux pas dire que rien à voir, parce que déjà, je me rends compte que j'avais déjà comme une sensibilité. Je travaillais beaucoup dans les prisons au Venezuela.
Et il y avait, je me raconte que je passais beaucoup de temps avec les prisonniers à les écouter, etc. Et aujourd'hui, quand je me rappelle, c'était déjà mes premiers travaux par rapport aux blessures, parce que derrière les prisonniers, qu'est-ce que je trouvais? Des enfants maltraités, des enfants qui venaient des foyers dysfonctionnels. Des enfants violés, Systématiquement. Je n'ai jamais trouvé un prisonnier qui m'a dit j'ai eu une enfance heureuse, etc. etc. Okay? Et par la suite, quand j'ai commencé à travailler sur moi... Quel était le déclic? C'est ce que vous avez raconté un jour, tout d'un coup ça... la souffrance. Voilà. C'était mon déclic. C'est-à-dire... Mais alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à avoir des thérapeutes, on lit des ouvrages. Alors, quand j'ai eu ce déclic, on parle il y a... je me suis mariée en 1999. Hein, ça a commencé très vite, les problèmes. Mais quand j'ai commencé... en fait, 4 jours après, mon mari m'a dit qu'il regrettait complètement de se marier. 4 jours après. Hein. Ah oui, donc, il n'a jamais changé vraiment d'opinion. Après, par la suite, il me l'a fait sentir. Hein. Et donc... à ce moment-là, mais bon, c'est allé en crescendo la souffrance à moi, parce qu'au début, je pensais qu'il va changer, mais à un moment donné, le voile est tombé et je me suis rendu compte qu'il n'allait pas changer. Et je crois que c'est là où le déclic s'est fait. Et après, à ce moment-là, je n'ai pas trouvé de thérapeute sur les blessures. En fait, vous avez cherché ou... J'ai cherché, bien sûr. Et une partie de mon travail, c'est que j'ai créé mes propres méthodes. Après, bien évidemment, cette méthode ne m'appartient pas. Je fais comme une synthèse de beaucoup de choses. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup lu. Je suis allée un peu partout en quête de guérison. Et je fais une synthèse. Et après, il y a eu des choses aussi qui venaient de moi. Hein. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment Il n'y a pas une personne, quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous a... Si, il y en a eu plein. Quelle est pour vous la plus importante? Waouh, c'est une question difficile. Il y en a eu plein. Il y a eu Catherine Henry Plessier, mais qui ne faisait pas forcément le même travail que moi. Il n'y a pas très longtemps ici. Ah oui? Oui, on a fait. Qui ne faisait pas exactement le même travail que moi, mais qui m'a beaucoup inspiré déjà sa personne. Hein. C'est une très belle personne. Magnifique, oui. Donc je vous invite à taper son nom dans l'onglet et vous retrouverez l'émission sur BTLV. Anna Sandreva, on va marquer une pause. On va retrouver l'excellente Claire qui va nous dire des choses. Qu'est-ce qui se passe sur BTLV? Eh bien, on va parler des lunettes Psio, François. Que tu as découvertes il n'y a pas longtemps. Oui, j'aimerais bien les essayer d'ailleurs. Mais je n'ai toujours pas essayé. Ouais, c'est Bob. C'est des lunettes qui détendent, c'est des lunettes anti-stress qui permettent de mieux dormir, qui permettent de déstresser peut-être après une journée un peu compliquée. Pour les personnes un peu dépressives aussi, ça permet de reprendre un peu de calme. Tu n'es pas dépressive? Non, moi je suis pas dépressive, ça va. Mais on peut avoir des problèmes de sommeil aussi, tout simplement. Et voilà, donc ces lunettes Psio fonctionnent avec de la lumière et également des sons. Donc ça apaise. Je vous invite à aller regarder tout ça sur btlv.fr et je vous invite bien évidemment à écouter ces lunettes Psio tout simplement. Surtout les mettre. BTLV présente les lunettes Psio. Merveille technologique, les lunettes Psio vous aident à méditer, à vous relaxer, à vous régénérer. À l'aide des différents programmes, apprenez à lâcher prise pour mieux profiter de votre vie. Commandez dès maintenant vos lunettes Psio, profitez du code promo BOB et recevez en cadeau des programmes supplémentaires. Rendez-vous sur btlv.fr, onglet boutique. Pour contacter François Demier, envoyez un mail à françois@btlv.fr. Et si on allait mieux, la suite aujourd'hui avec Anna Sandrea pour son livre Guérir de ses blessures émotionnelles qui est paru aux éditions Très Daniel. Anna, dites-moi, donc on a parlé des gens, des personnes qui vous ont marqué à l'instant et des différentes techniques. Dans votre livre, vous avez eu aussi, on parle de Kundalini. Oui. Donc vous avez eu un réveil de Kundalini. Comment ça s'est passé finalement pour vous? C'était une révélation C'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti? En fait, ça s'est passé déjà tout seul, en 2011. Je ne cherchais pas. Un jour, je me suis trouvée avoir des symptômes très bizarres. Et ça s'est passé assez rapidement, en fait, dès que je commençais à le ressentir et que c'est devenu un problème. Mais vous avez mis des mots là-dessus ou...
Au début, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et un jour, il y a un ami qui m'a dit, on dirait que ça ressemble à un éveil de la Kundalini. Et c'est là où j'ai commencé un peu à chercher, et à chercher surtout de l'aide. Je crois que moi, je suis un peu fan de ça, de que quand on a un problème, on va aller voir les gens qui s'y connaissent. Et à l'époque, en 2011, mon premier constat, c'est qu'il y a vraiment très peu de personnes qui se connaissent vraiment. J'étais aidée. Il y a un moment où je me rappelle un jour où j'ai eu comme une crise dans la rue. Je me suis sentie assise à pleurer sur le trottoir, mais vraiment comme les fous. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai 3 enfants, je ne peux pas perdre la boule. Et je suis arrivée chez moi et j'ai commencé à chercher sur Internet. J'ai tombé sur Régine de Gremont, qui m'a aidée par téléphone. Et après, il y a eu d'autres personnes qui m'ont aidée. Mais par la suite, je me suis rendu compte que les éveils del Kundalini ont beaucoup à voir, et d'ailleurs, je parle dans mon livre, avec les blessures. Parce que qu'est-ce qui arrive? La plupart des symptômes de Kundalini sont des symptômes de blessures et d'intoxication du corps. C'est-à-dire quand ça se passe mal, je parle. Il y a des fois où ça se passe plutôt bien. Il y a des fois où ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe plutôt bien. Et d'ailleurs, à un moment donné, je vais parler de... Vous me demandez si j'oublie quand ça se passe bien. Mais je vais parler d'abord quand ça se passe mal. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La Kundalini, c'est une énergie de vie que nous avons tous, et il ne faut pas se sentir privilégié parce que nous avons la Kundalini. Nous tous ici, nous 4. Même moi. Même toi. En fait, si on n'avait pas de Kundalini, on serait mort. Il faudra comprendre ça. C'est l'énergie de vie. Et donc, mais cette énergie, bien évidemment, a des niveaux, si on peut dire. Okay? Mais elle peut être très forte. Elle peut être très forte. Ça peut être dangereux aussi. Oui, ça peut être dangereux. Je vais revenir à ça aussi. Et donc, François, tu poses trop de questions. Parce que, voilà, des fortes émotions, parce qu'on a fait un travail spirituel qui l'a mis davantage en mouvement, parce que je vous dis, elle est toujours en mouvement. Davantage en mouvement, et va arriver ce qu'on appelle une montée de Kundalini, c'est-à-dire qu'elle va longer les chakras. Okay? Et quand elle passe par les chakras, autour des chakras, il se trouve plein de choses. Des toxines, des traumatismes, des blessures, des émotions qui ne sont pas travaillées autour des chakras. Et donc, la Kundalini, qu'est-ce que c'est? À part d'être une force de vie, c'est aussi une force de transformation. Et donc, elle va longer les chakras et elle va nettoyer les chakras. Et donc, en nettoyant les chakras, et il y a plein de symptômes bizarres qui vont se... Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui a un très fort mental et qui a beaucoup de fausses croyances. Par exemple, quand la Kundalini va passer par le chakra du troisième œil, cet homme peut avoir c'est les gens qui deviennent comme un petit peu fous, par exemple, qui ont plein qui peuvent avoir même des problèmes psychiatriques. Mais à la base, elle est en train de nettoyer ces traumatismes, ces difficultés, ces défis qui sont au niveau de ces chakras. Et ce que j'invite aux gens, c'est faites un travail de blessure, faites un travail de nettoyage du corps pour éviter ces problèmes. Et comment on fait ça pour nettoyer son corps? Il faut lire le livre. Il y a mon livre. Il y a votre livre. Vous allez nous donner quelques petites pistes quand même. Oui, il y a mon livre. Il y a aussi un travail de... par exemple, l'autre jour, j'ai eu une dame qui m'appelle et qui était vraiment dans un problème important de Kundalini. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous prenez beaucoup de sucre? Est-ce que vous prenez beaucoup de produits? Et je l'envoie à voir un naturopathe avec qui je travaille normalement quand il y a ce genre de situation. Et elle m'appelle quelques jours après, il me dit, je vais mieux. Le fait d'arrêter le coca, ça m'a fait du bien. Donc voilà, il y a parfois... Donc ça peut être alimentaire en fait. Ça peut être alimentaire, mais aussi, ça peut être... Il y a tout, parce que tout est lié. Et il y a aussi des émotions, etc. Alors, tu parlais de Kundalini difficile. Et pour moi, j'ai systématiquement trouvé des gens qui ont eu des grosses blessures. Je parle des abus sexuels,
de la maltraitance à un niveau important. Et j'ai jamais trouvé des gens ce que j'appelle, entre guillemets, la Kundalini noire. C'est des Kundalini qui sont assez destructifs si on ne fait pas quelque chose. J'ai jamais trouvé un cas où il n'y a pas une explication dans le passé et une puissante blessure qui explique ces symptômes. Et en même temps, ça crée beaucoup d'attentes, ça crée beaucoup de la Kundalini, je parle. Hein. Et pour moi, la Kundalini, il y a des gens qui m'appellent. Je me rappelle de quelqu'un qui m'appelle la semaine dernière. Elle m'appelle pour la Kundalini, ok? Parce qu'elle veut travailler sa Kundalini. Travail que je ne fais pas d'ailleurs. Et je lui ai dit, ah oui, vous voulez travailler sa Kundalini. Mais elle est au RSA et sa vie est un désastre, mais elle veut travailler la Kundalini. Mais je dis, mais quel intérêt pour vous en ce moment de travailler la Kundalini? Vous avez 100 choses à travailler avant de vous inquiéter pour la Kundalini. Allez à l'essentiel, que c'est ces blessures. Et d'ailleurs, si votre Kundalini aujourd'hui vous cause des problèmes, c'est parce que vous avez toutes ces choses à travailler. Bien sûr. Mais les gens sont en quête parfois de spectaculaire. Parce que la Kundalini, ça donne des pouvoirs, par exemple. Mais les pouvoirs sans conscience, c'est hyper dangereux. D'ailleurs, c'est ça que nous vivons au niveau collectif. C'est qu'il y a des gens qui ont du pouvoir et qui n'ont pas la conscience et c'est une des raisons pour laquelle la société aujourd'hui, le monde aujourd'hui est dans l'état où il est, à cause du pouvoir sans conscience. Donc moi, je ferai le chemin à l'inverse. Je chercherai d'abord la conscience et de toute façon, les gens qui travaillent avec moi dans mes stages et dans mes consultations, cette Kundalini va de toute façon se réveiller, mais elle va se réveiller d'une façon naturelle, si on peut dire. Elle va commencer, mes étudiants, parce que j'ai des étudiants qui je suis à l'année, à un moment donné, ils commencent à trembler, ils commencent à avoir des symptômes de Kundalini. C'est les symptômes? D'accord. En partie, il n'y a pas que ça. Et ils commencent à sentir mais ça c'est pas comment ils ont travaillé les blessures. La Kundalini va devenir une force vie. La Kundalini va devenir une puissance et pas une souffrance. Mais de toute façon, ça va se faire. Sauf que, comme le chemin, pour moi, a été fait d'une manière intelligente, si on peut dire, elle va nous transformer, elle va nous aider à aller à une nouvelle partie de notre vie. Moi, je suis tout le temps en train d'utiliser ma Kundalini. Quand je suis avec un client, quand je suis dans mes stages, une partie de ce que j'utilise là, c'est ma Kundalini, mais je ne pense plus. Elle est là, elle est tout simplement. Et donc, ça crée beaucoup d'attentes, beaucoup je sais pas, de fantasmes. Des fantasmes, etc. Alors que pour moi, sa première utilisation, si on peut dire, c'est avant tout un outil de transformation et de conscience. Dites-moi, Anna Sandrea, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de... C'est un petit peu la théorie, c'est un petit peu... Ce que j'aimerais savoir, comment ça se passe quand on vient vous voir? Parce que qui trouve la solution? C'est vous ou la personne? Comment ça se passe une première rencontre avec vous? Alors, il faut savoir que je suis là juste pour guider les gens. Que c'est toujours celui qui cherche, qui se guérit en fait. Je suis là. En fait, honnêtement, mon ego a pris un gros coup le jour où je me suis rendu compte que j'étais là juste pour accompagner les gens, que ce n'était pas moi qui guérissais personne d'ailleurs. Hein. Si quelqu'un ne veut pas se guérir avec mes techniques, il ne se guérira pas. Même avec la puissance de ma Kundalini, de je ne sais pas quoi. Il se guérira. S'il n'a pas envie, ça ne fonctionnera pas. S'il n'a pas envie, et parfois nous avons beaucoup de bénéfices secondaires à ne pas nous guérir, même si nous sommes en train de faire la démarche pour nous guérir. Et donc, mais en revanche, quand quelqu'un veut se guérir, alors c'est le miracle de la vie qui se met en marche. Et mais se vouloir se guérir, c'est un peu compliqué. Alors, on prend
j'ai pris conscience que j'ai eu un problème de mon enfance. Bon, et alors, j'ai pris conscience, et après, qu'il se passe quoi? Comment on peut... Alors, quand on vient de me voir, parce que j'étais en train de répondre par rapport à ça, quand on vient de me voir, on parle d'abord de la circonstance de vie de la personne, de ce qu'il vit aujourd'hui, ce qu'il a vécu avant. Ça ne dure pas plus de 10 minutes. Je ne parle pas plus de 10 minutes avec les gens. Et après, on commence à faire un travail. Pour moi, raconter son histoire n'est pas suffisant. Et la guérison se fait dans le corps. Parce que nous avons vécu nos blessures dans le corps. Un enfant, on parlait tout à l'heure du manque d'amour. On dirait que c'est comme fumeux, comme éthéré de parler du manque d'amour. Mais on sent le manque d'amour où on le sent dans le corps. C'est le cœur qui se serre. C'est le manque d'amour, c'est très physique. Et la plupart des blessures, la totalité des blessures, en réalité, sont physiques. Le manque d'écoute, on dirait que c'est quelque chose comme c'est intangible. Mais le manque, quand un enfant ne se sent pas écouté, on le sent dans le corps. Et donc, c'est dans le corps que nous allons nous guérir. C'est mettre la personne déjà dans un état de confiance vis-à-vis de moi et de détente pour qu'il puisse connecter les souvenirs du passé qui ont besoin d'être écoutés, traversés et libérés. Et c'est pas important si les gens ne se rappellent pas de ce qui s'est passé parce qu'on peut arriver même au moment de la conception sans problème. Hein. Ça se fait en quelques instants. C'est très rapide. Et voilà, il y a un processus de détente après la personne avec des techniques que je ne peux pas expliquer ici. Avec des techniques, elle va se relaxer. Ce n'est pas l'hypnose, hein. C'est des techniques. Et en fait, je crois que ce que je fais, c'est que je active le potentiel de guérison de la personne. Et après, la personne, c'est elle qui fait plus ou moins tout le travail, avec ma guidance, bien évidemment. On va connecter ses souvenirs, on va laisser que le corps s'exprime, qu'exprime ses souvenirs. Et comment il va s'exprimer? Il y a plein de manifestations, en fait. Ça peut être les tremblements. C'est pour ça que ça peut être un symptôme de Kundalini ou pas. Mais je crois qu'il y a toujours la Kundalini qui est là. Et les tremblements, ça peut être aussi comment s'appelle, les fluides du corps qui s'activent. Je ne sais pas si vous avez vu qu'un enfant, quand il est en train de se guérir, c'est-à-dire, entre guillemets, faire les caprices, qu'il y a certains gens qui ils bavent, par exemple. Oui. Ça, c'est un symptôme de guérison. Les fluides s'activent, la sudoration, et les fluides vaginaux chez les femmes, les larmes, bien évidemment. Et il y a aussi des mouvements comme involontaires. Par exemple, un enfant qui a été abusé et qui n'a jamais pu se défendre, il y a par exemple des mouvements des mains qui vont automatiques, qui vont se faire. C'est-à-dire toute la charge émotionnelle que nous avons cumulée à cause de nos souffrances va sortir d'une façon ou d'une autre. Des mots répétitifs. Les enfants le font aussi quand ils sont en crise. Répéter le même mot, parce que parfois, il y a des phrases, des mots qu'on n'a jamais pu dire, qui sont bloqués au niveau de la gorge et qui vont s'exprimer de cette façon. Et à un moment donné, il y a d'autres manifestations, mais bon, je peux pas les nommer toutes. D'autres manifestations, et ce que c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on se sent, il y a comme une espèce de détente, il y a comme une espèce de soulagement qui est suite à tout ce processus. Alors, juste pour que les gens sachent, parce que ça fait peur parfois qu'on entend ça, il n'y a aucun danger à faire ce genre de choses. Pardon, on dit aucun danger. Excusez-moi pour mon accent. Aucun danger. Le seul danger qu'il peut y avoir dans ce genre de choses, si on peut appeler ça un danger, c'est que les gens partent dans le mental, ils passent à côté de leur guérison. Mais danger physique... C'est-à-dire qu'ils réfléchissent trop, c'est ça? Il y a beaucoup de gens qui, parce que notre société est un peu créée comme ça, qui sont très mentales. On fonctionne avec le mental, oui. Très mentaux. Et donc, ils ne vont pas se connecter au corps. On n'est pas dans l'être. Ils vont rester dans la tête. Et on leur dit, oui, connecte telle chose. Ils vont penser bien sûr. À telle chose. Ça, c'est peut-être la seule chose, partir dans des rêveries, partir dans des histoires, etc. Et pas se connecter vraiment à ce que nous avons besoin pour nous guérir. Mais danger en soi,
Il n'y en a pas. Physiquement, pour le physique. Ni pour le mental, d'ailleurs. Ça ne fait pas perdre la tête. Non. Le seul problème, c'est que comme nous ne faisons jamais ce chemin d'aller jusqu'au bout de nos émotions. Parce que personne ne nous a pris, une, et deux, on le savait, mais on a été coupé. Parce que l'enfant, il savait comment faire, mais le parent, tout de suite, l'arrêtait, le punissait, lui donnait un bonbon pour qu'il ne pleure pas, etc. Et donc, on s'est coupé de ça. Et nous n'avons pas l'habitude d'aller jusqu'au bout de nos émotions et de nos ressentis. Et quand on l'a fait une, deux, trois fois, on voit que c'est même très agréable, les émotions. Au début, c'est dur, c'est difficile, je suis d'accord. Mais quand nous sommes dans une émotion, il n'y a rien de plus jubilatoire. Même parfois, il y a comme des ressentis sexuels, en fait, quand on est dans une émotion forte. Bon, c'est super, alors. Oui, mais on ne va jamais jusqu'à là. On s'arrête, on va prendre son portable, appeler un ami, aller faire du shopping, manger, etc., fumer, boire, pour ne pas ressentir ces émotions. Alors, parfois, nous sommes à quelques émotions de notre libération, mais comme nous avons tous ces mécanismes comment ça s'appelle, pour éviter nos émotions, d'évitement, de protection, on ne va jamais jusqu'au bout. Voilà, c'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui d'un thérapeute, parce qu'on a été coupé. Mais en réalité, le corps sait comment se guérir. Mais il y a aussi un problème, parce que souvent, j'en parle beaucoup ici, dans Ici on allait mieux, il y a ce qu'on appelle les faux souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent s'inventer des choses, des situations qui n'ont pas existé finalement. Alors, vous savez quelle est la différence entre un faux et un vrai souvenir? Oui, il y en a un qui est réel et un autre qui... Aucune. Un enfant, une personne qui croit avoir été abusée, par exemple, mais qui ne l'a pas été, il a été abusé. Parce qu'au niveau de son inconscient, il le croit, en fait. Oui. Et comme nous croyons, c'est elle qui crée notre vie, elle va se créer une vie comme s'il avait été abusé. Donc, il n'y a aucune différence entre avoir été abusé, maltraité ou n'importe quoi, et si on le croit, et vraiment l'avoir été. Mais vous qui avez été avocate, c'est que ça peut être dangereux quand même. Bien sûr, ça peut créer des fausses inculpations, etc. Mais je parle au niveau de l'inconscient. Au niveau de l'inconscient, il n'y a pas de différence. J'ai vu aussi que vous intéressez... Heureusement et malheureusement parfois. Hein. J'ai vu aussi que vous vous intéressez aussi au chamanisme. Ah, beaucoup. Et alors, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on en parle, c'est devenu une mode. Moi, je suis toujours un peu effrayé. Je vois qu'on peut devenir chaman en 2 week-ends. Donc, c'est vrai. Donc, ça m'effraie un petit peu. Je trouve que le mot, depuis quelque temps, est un peu galvaudé. Alors, c'est un peu... Justement, quand on va voir un thérapeute et qui se dit chaman, moi, ça me fait toujours un petit peu peur. Alors, comme... Je sais bien qu'il y a des bons chamans et des mauvais chamans, mais comme dans le sketch des inconnus, mais... Comment déjà vous avez ressenti ça et comment ça peut aider finalement de... En fait, moi, c'est vraiment une histoire très ancienne parce que déjà, mon grand-père, c'est un... Oui, on peut comprendre. Oui, mon grand-père, c'est un Indien Guajiro. Les Guajiros sont dans une partie du Venezuela et de la Colombie. Et donc, j'ai plus ou moins grandi dans ça, pour moi. C'est quelque chose de normal. Sauf qu'on parle des chamans. Chamans, c'est les Sibériens qui sont des chamans. La Mongolie, exactement. En la Mongolie, voilà. Oui, c'est les Mongols, pardon. Et en Amérique latine, on parle de curanderos. Et d'ailleurs, c'est très important de récupérer ce mot parce que quand on parle de chaman en Amérique latine, honnêtement, ça ne veut rien dire. Et donc, en médecine aussi. Je n'allais pas chez le chaman. On allait chez le curandero, Le courant d'air. C'est guérisseur, en fait, la traduction, guérisseur. Et pour moi, ça a été tout mon enfance. Sauf que, voilà, je suis allée à l'université, je suis devenue une femme sophistiquée, cultivée, etc. Et moi, tout ce qui était le chamanisme, après, je me disais, c'est des choses des gens pauvres, des gens ignorants, etc. Parce que c'est un peu comme ça au Venezuela, à cette époque-là. Après, ça a changé. Maintenant, c'est à la mode, justement.
Et j'ai beaucoup lutté contre cette partie de ma nature, parce que normalement, ça fait partie de ma nature. Et un jour, je me suis rendue... En fait, c'est venu à moi que j'avais vraiment besoin de me reconnecter à cette partie de moi. Et ça s'est fait très facilement, en fait. Ça ne se fait pas en 2 week-ends. Ça a pris quelques années. Mais chez moi, c'était assez intéressant parce que je me suis dit, OK, je ressens l'appel du chamanisme et j'ai envie. Maintenant, je dis oui. Je le sentais depuis des années. Hein. Et je dis oui. Et je dis oui. En même temps, je n'ai pas le temps d'aller à la Guajira ou aller à l'Amazonie à apprendre, en fait. Et moi, je me suis dit, mais de toute façon, parce que bon, je comprenais des choses, je l'explique dans mon livre de l'identité. Nous sommes déjà tout ce que nous voulons être. Nous sommes déjà l'amour, nous sommes déjà l'homme d'affaires, nous sommes déjà le chaman, nous sommes déjà plein de choses que nous voulons être. Okay? Mais vous ne trouvez pas ridicule quand des gens comme moi, par exemple, tout d'un coup disent ça y est, je suis chaman, c'est un petit peu... Ça doit vous faire rire quand même. Mais honnêtement, à l'intérieur de nous, nous sommes tous chamans. Ah bon? Donc, vous pouvez le dire dans le sens que... Je peux être chaman. Bon, oui. Bon, je vais essayer. On peut connecter. Après, bien évidemment, ça ne se fait pas en 2 week-ends. Parfois, cette reconnexion à toute cette partie en nous, ça prend beaucoup plus de temps. Mais dans mon cas, ça a pris plus ou moins 3-4 ans. Et je me suis dit, de toute façon, je suis un chaman. Je porte ça dans mon ADN. J'ai tout ma lignée, il y a énormément de chamans dans mon... Donc, on sait aujourd'hui, parce que la neuroscience l'a vraiment scientifiquement prouvé, que toutes les informations que nous avons dans notre ADN, nous pouvons les reconnecter et je ne sais pas si dire exploiter ou l'exprimer à nouveau, s'en servir, voilà. Et ça, il y a énormément d'études qui ont été faites par rapport à ça. Et je me suis dit, je suis une chamane, et j'ai commencé à laisser les souvenirs, et je me suis laissé me rappeler de ça, et je commençais à faire des choses par-ci par-là, et un jour, 4 ans après, je me sentais vraiment très forte par rapport à ça. Je suis allée à l'Amazonie et j'ai vu que les mêmes pratiques que je faisais seule chez moi, que personne ne m'avait appris, juste que je me suis rappelée, et les chamans de là-bas le faisaient. Et donc, j'explique dans mon livre comment ça se fait. Hein. C'est vraiment... c'est pas non plus... C'est plus compliqué que ça, oui. C'est plus compliqué que ça. Je fais un super résumé de la situation. Mais honnêtement, nous pouvons... Et ça, c'est une des parties positives, entre guillemets, des blessures, c'est que nous pouvons accéder à nos capacités originelles. Et moi, pour ça, c'est hyper important. Parce que nous sommes des êtres, et ça, on l'entend tout le temps dire, nous sommes des êtres illimités. Sauf qu'à cause de nos blessures, de nos blocages, des choses dans le passé, de notre lignée aussi, des croyances, etc., nous sommes devenus des êtres tous étriqués. Et en fait, quand on fait un travail de déblayage, parce que c'est ça le travail de blessure, de déblayage de qui nous sommes, on va connecter ses capacités originelles, la médiumnité, la télépathie, la visibilité. Quand je parle d'invisibilité, c'est pas qu'on disparaît, hein, sinon qu'on peut... si on ne veut pas que quelqu'un vous voit, par exemple les impôts, vous mettez un manteau d'invisibilité sur vous, ou dans la rue. Ça fonctionne ça? Ça fonctionne très bien. Si on n'a pas envie d'être vu, les gens ne se retournent pas. Voilà. Ils ne font pas attention à nous. On ne voit pas. Moi j'arrive très bien ça. C'est des techniques chamaniques. Ah bon, alors je suis chaman alors. Des techniques chamaniques. Oui, moi je l'utilise pour trouver une place de parking. C'est-à-dire je demande et je retrouve toujours une place de parking. Ah bon? Ouais. C'est vrai ça? Ouais. Ah ouais, c'est pratique. Alors, peut-être... Mais ça marche pour des choses encore beaucoup plus importantes. Hein. Mais alors je sais pas, aujourd'hui à Paris ça devient vraiment très difficile, donc ça fait très longtemps que j'ai pas conduit à Paris. Non mais ça s'est avéré ce matin pour l'imprimante. Tu as demandé que l'imprimante fonctionne, l'imprimante a fonctionné. C'est vrai. Incroyable. Ouais. Non mais oui, là on parle vraiment de petits détails, mais je parle des choses hyper importantes qu'on est capable de faire. C'est la loi d'attraction, quelque part. C'est la loi d'attraction, mais il y a la loi d'attraction, mais il n'y a pas que
Je parle vraiment de ce qu'on appelle nos pouvoirs paranormaux, etc. Ouais. Nous sommes vraiment... Ça, pour moi, c'est pas paranormal, c'est normal, pardon. Normal chez nous, c'est nos capacités de laquelle nous avons été coupés à cause de notre histoire, à cause des fonctionnements de la société. Et parfois, je me dis, honnêtement, qu'il y a même parfois comme une espèce de volonté au niveau sociétal de couper l'être humain de ça. Parce que je trouve tellement d'inconscience partout, dans l'école, dans la famille, etc., que je me dis que parfois on a voulu que ça soit comme ça. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de revenir à eux malgré tout cet couvert qu'on a mis sociétalement et, je ne sais pas, au niveau des pouvoirs, etc., qu'on a mis sur l'être humain, que pour l'étriquer, malgré tout ça, l'être humain est tellement puissant, est tellement grand qu'il dépasse tout ça. Il est en train de se réveiller en masse. Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a un réveil en masse. C'est ce qu'on dit, on en parle beaucoup. Hein, donc, oui, il y a un réveil en masse et je le vois de plus en plus. Mais vous pensez vraiment que c'est en plus? Parce que moi, je doute un petit peu, parce que tous mes invités me disent la même chose que vous. Mais je suis convaincue. Mais je pense que pendant la Révolution française, lorsqu'on a coupé la tête du roi, c'était quand même un éveil de conscience et un changement de vie. Oui, ça a été très puissant. C'est vrai, c'était un niveau de conscience. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on a des choses aussi puissantes que ça, quoi. Alors, c'était des niveaux de conscience à cette époque-là. Pour l'époque, couper la tête du roi, c'était pour eux... C'est un changement de vie, quoi. C'était un changement de niveau de conscience. Et aujourd'hui... On n'est pas à couper la tête des rois. Non, mais on vit quand même dans une période assez compliquée avec les attentats et tout ça. C'est tout avant, il y avait des guerres. Risque avant, il y avait des guerres, des maladies, il y avait la grippe espagnole. Mais en fait, c'est toujours eu des choses, quoi. Sauf que je crois qu'aujourd'hui, cette révolution, elle est en marche. Elle est pour moi, elle est claire. Sauf que c'est plus une révolution sociétale. C'est une révolution avant tout intérieure. Les gens sont en train de se réveiller intérieurement. Après, ils vont se réunir. Mais je ne crois pas que ça va se passer comme des révolutions où les gens vont sortir à la rue. Dans la rue, peut-être un jour, mais pas de la même façon qu'on l'a vu jusqu'à maintenant. Vous connaissez la phrase de Malraux? Laquelle? Le XXIe siècle sera spirituel. On ne sera pas. Oui. Ouais. Oui, je le connais et je suis très d'accord avec lui. Ouais. Donc. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est moi qui ai coupé, voilà. Depuis que je suis chamane, je me permets n'importe quoi. Donc, sur les changements, donc, vous croyez beaucoup aux changements? Je crois beaucoup aux changements parce que je suis un peu bien placée pour parler parce que comme les gens viennent à moi, c'est des personnes que... Vous les attirez? Non, parce que c'est pour mon rôle en tant que thérapeute. C'est des gens qui me disent, j'ai vécu 40 ans de ma vie, voilà, je fais tout ce qu'il fallait faire, étudier, et aujourd'hui, je ressens un mal-être. Et aujourd'hui, je ne suis pas heureuse. Aujourd'hui, j'ai envie de... Rien qu'hier, j'ai une femme de 65 ans qui me dit, ça fait 40 ans que je me rends compte que je suis à côté de ma vie. Oh. Et ça, je le vois presque tous les jours. Des gens qui sont en train de se poser la question par rapport à sa vie. Avant, les gens... Peut-être ils ressentaient ça aussi, mais ils n'allaient rien faire parce que c'était comme ça. On naissait, on naissait, on se mariait, on avait des enfants. On avait des enfants, un jour on mourait. Voilà, il n'y avait pas vraiment de changement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Soit on se prend un burn-out, soit on se divorce, soit c'est un cancer, soit c'est un problème avec un enfant. Et en fait, la vie, c'est très difficile de traverser aujourd'hui la vie pépère comme avant. En fait, je connais personne d'ailleurs. Hein. Ça doit exister, mais je connais personne qui ne soit pas aujourd'hui affecté par mis devant lui. Eh bien, Anna, on arrive au terme de cette émission. C'est passé très vite. On pourrait encore discuter des heures avec vous. C'était très intéressant. Je rappelle le titre de votre livre, Guérir de ses blessures émotionnelles, la méthode pour les reconnaître et s'en libérer. Et c'est aux éditions Très Daniel. Merci à vous. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir sur BTLV pour d'autres émissions. Ah bah avec plaisir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Merci Nicolas, qui était très silencieux. Nicolas. Et merci Claire. Merci François. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur BTLV. À très bientôt. Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux avec François Demier et ses invités.